Bonjour à tous. Alors cette séance était l'occasion d'aborder l'importance d'avoir une bonne alimentation pour être en bonne santé. Donc ici vous aviez l'exemple de différents repas pris dans différents contextes. Donc ici un repas japonais, un repas traditionnel français qu'on peut avoir à la cantine et un repas végétarien. Donc ce qu'on observe ici, c'est que tous ces repas-là, même s'ils sont différents, ils sont toujours composés d'éléments qui permettent d'apporter tous les nutriments énergétiques essentiels pour les besoins de l'être humain. Donc ça apporte des protéines, des lipides et des glucides. Donc les protéines, on les trouve dans la viande, le poisson, les œufs, les lentilles, etc. Les lipides, ce sont les matières grasses, donc on peut les trouver dans le beurre, l'huile, etc. Et les glucides, ce sont les sucres. Donc il y a les sucres rapides et les sucres lents. Et tous ces repas-là permettent aussi d'apporter des nutriments non énergétiques, donc qui n'apportent pas d'énergie à l'être humain. Et donc ce sont les vitamines et les sels minéraux. Par exemple, les fruits apportent pas mal de vitamines, et le lait, par exemple, peut apporter des sels minéraux. Donc tous ces éléments-là sont en quantité semblable dans les différents repas pour permettre d'assurer les besoins variables en énergie et en matière à l'organisme nécessaire à son bon fonctionnement. Mais on se rend compte aussi que tous ces repas ils doivent être bien équilibrés pour garantir à l'organisme d'être en bonne santé. Donc ça soulève la question un petit peu ici, pourquoi il faut manger équilibré et qu'est-ce que l'équilibre alimentaire? Donc c'était l'objet du grand 4, l'alimentation et la santé, que vous avez dû écrire dans votre cahier en rouge, et le problème soulevé, pourquoi est-il nécessaire d'avoir un bon équilibre alimentaire? Donc l'hypothèse qu'on pouvait formuler ici, avoir un bon équilibre alimentaire permet d'être en bonne santé. Par exemple, ça permet d'être en corpulence normale et de ne pas être obèse. Donc l'activité que vous deviez faire, c'était l'activité du manuel de SVT, l'activité 2 aux pages 132 et 133. Donc ici, on avait l'exemple du message qu'on entend souvent à la télé, pour ta santé, ne mange pas trop gras, trop sucré, trop salé. Et donc le problème, encore une fois, pourquoi est-il nécessaire d'avoir un bon équilibre alimentaire? Donc ici, vous aviez plusieurs documents et vous deviez répondre à des questions. Donc on va reprendre la question par question, puis corriger ça ensemble. Alors, la première question, il fallait utiliser les documents A et B pour indiquer qui d'Obélix ou Astérix a l'IMC le plus élevé, donc le plus fort. Et ensuite, il fallait préciser la corpulence de chacun d'eux. Alors, si on regarde ici, on a un peu la définition de l'IMC. Donc c'est l'indice de masse corporelle. C'est un rapport entre sa masse et sur la taille multipliée au carré. Alors, ici on voit bien que Astérix il est plus fin qu'Obélix. On le voit bien, Obélix il est plus grand et plus rond que Astérix. Donc on sait ici, d'après cette image, que celui qui a l'IMC le plus élevé, ça doit être Obélix. Leur corpulence à chacun d'eux, donc si on utilise un petit peu ce diagramme-là, on peut voir qu'Obélix, on peut dire qu'il est en obésité ou en surpoids, ça dépend, mais je pense que là on peut quand même dire qu'il est en obésité, donc il a un IMC supérieur à 29,9. Et puis Astérix, on peut dire qu'il est qu'il est normal ou en maigreur. Ça dépend, on peut mettre plusieurs choses. Moi, dans la correction, ce que je vous ai proposé, c'était Obélix a une corpulence obésité et Astérix normal. Ensuite, la question numéro 2, on vous demandait de calculer le pourcentage de la population française ayant un IMC trop faible ou trop élevé. Donc, il fallait faire un petit calcul là, donc tous ceux qui ont la somme des pourcentages des personnes ayant un IMC trop faible ou trop élevé. Donc trop faible, c'est en dessous de normal, donc c'est ceux qui sont en statut de maigreur, un IMC inférieur à 18,5, donc c'est 3,5%. Et ceux qui ont un IMC trop élevé, c'est au-dessus l'IMC normal, donc c'est surpoids et obésité. Donc là, il fallait faire une addition de ces pourcentages, donc additionner 3,5%, plus 32%, plus 14,5%, et ça donnait le résultat du coup 50%. Et si on vérifie ce calcul, c'est facile parce qu'on voit que ce qui nous reste dans le diagramme, c'est le pourcentage de la population normale qui fait 50%, et 50 plus 50 égale bien à 100, donc on a bien notre pourcentage complet. Donc ici, on se rend compte finalement qu'en France, il y a quand même la moitié de la population qui est soit trop maigre, soit en surpoids.
il n'y en a que 50%, que la moitié qui a un IMC normal, qui a une corpulence normale. Ensuite, question suivante. On vous demandait d'identifier les causes et les conséquences d'une alimentation déséquilibrée à partir des documents C à G. Donc les documents C, on avait ce graphique là en bâton. Donc on voit clairement sur ce document, dans l'axe désordonné, on a le risque d'avoir du diabète en pourcentage. En axe des abscisses, les IMC. On voit que quand on a un IMC qui est supérieur à l'IMC normal, donc supérieur au niveau de ce niveau-là, l'IMC est supérieur à 25, eh bien, la probabilité d'avoir du diabète est de plus en plus forte. Plus on a un IMC fort, si je me décale sur mon axe des abscisses, plus le pourcentage associé au risque de diabète est fort. Vous voyez que quelqu'un qui a un IMC supérieur à 35, donc qui a une obésité très très forte, il a 60% de chance d'avoir du diabète. Alors que si on est très fin, ou qu'on a une corpulence normale, tout simplement, on a une très faible probabilité d'avoir du diabète, inférieure à 10%. Donc déjà, là, la conséquence d'une alimentation déséquilibrée, c'est d'avoir du diabète. Ensuite, document D. Là, on vous dit encore une fois que selon son IMC, on peut avoir des maladies cardiovasculaires, donc des maladies cardiaques associées au vaisseau sanguin. Donc ici, encore une fois, si on a une corpulence normale, la probabilité d'avoir des maladies cardiovasculaires est faible. Si on est maigre, c'est moyen. Si on est trop maigre, c'est très élevé. Et si on est en surpoids, c'est très élevé aussi. Donc là, on voit que pour le risque d'avoir une maladie cardiovasculaire, il est très fort si on est trop maigre ou trop gros. Donc il faut être normal. On le voit dans ce document-là. Donc si on résume pour le moment, si les conséquences d'une alimentation déséquilibrée, donc ça va être d'avoir du diabète et d'avoir des maladies cardiovasculaires. Ensuite, dans ce document-là, on nous dit que pour avoir une alimentation équilibrée, il faut que les apports alimentaires, les apports énergétiques, non énergétiques, vitamines, etc., soient équivalents aux besoins. Les besoins, c'est combien on a besoin d'énergie par jour pour assurer toutes nos activités au quotidien. Donc, si vous faites beaucoup de sport dans la journée, vous allez manger plus que si vous ne faites rien, par exemple. Donc, la balance, il faut qu'elle soit bien équilibrée entre les apports et les besoins pour avoir une alimentation équilibrée. Si les besoins sont supérieurs aux apports, ça veut dire que vous n'avez pas assez d'apports alimentaires, pas assez d'énergie par rapport à tous vos besoins. Là, vous allez être sur le long terme, vous allez perdre du poids, être amaigri et avoir un IMC qui diminue. Ça peut être une des causes du déséquilibre alimentaire. Donc, quand les apports sont inférieurs aux besoins, on a une alimentation déséquilibrée qui peut amener aux maladies cardiovasculaires. De la même façon, si on a une alimentation des apports qui sont supérieurs aux besoins, eh bien, on peut avoir aussi ça permet une alimentation déséquilibrée, et donc ça va favoriser l'obésité parce que comme on n'aura pas beaucoup de dépenses énergétiques mais beaucoup d'apports, on va prendre du poids, l'IMC va augmenter, et donc on va favoriser les maladies cardiovasculaires et le diabète. Et enfin, le document F et G, donc là ça vous montre les conséquences des carences alimentaires. Ça veut dire quand on n'a pas assez dans notre alimentation tous les éléments qui sont essentiels pour être en bonne santé, donc toutes les protéines, les lipides, etc. dont nous avons besoin au quotidien. Et bien on vous dit ici que ça peut apporter des carences, de la malnutrition. Donc si on manque d'éléments apportés par l'alimentation, donc on manque de vitamines, etc., et bien on peut avoir des maladies qui peuvent être différentes. Donc par exemple, on peut avoir des défauts du système immunitaire, il va être affaibli, donc il va mal nous défendre face à certains éléments pathogènes qui peuvent nous donner des maladies. Donc on peut avoir des problèmes osseux ils peuvent se déformer, et on peut aussi avoir des problèmes liés au transport du dioxygène par le sang par les globules rouges. Vous savez que les globules rouges permettent de transporter le dioxygène dans le sang et que le dioxygène est essentiel pour assurer le besoin des organes. Si on a un problème au niveau des globules rouges, eh bien, on a des difficultés à transporter le dioxygène et ça peut être très grave pour la santé. Donc si on résume cette question 3 moi je l'ai résumée dans un tableau. Donc les causes du déséquilibre alimentaire,
Ça peut être des apports énergétiques qui sont supérieurs aux besoins ou alors qui sont inférieurs aux besoins. La malnutrition, donc quand on ne mange pas les éléments essentiels correctement, pas en quantité adaptée ou qu'il en manque complètement. Si l'alimentation est complètement dépourvue d'un aliment, par exemple aucune protéine, eh bien vous êtes en état de malnutrition. Le grignotage, donc manger toute la journée, et la surconsommation d'aliments sucrés, de plats préparés, trop gras, etc. Donc tout ça, ça peut causer le déséquilibre alimentaire. En conséquence de tout ça, ça va favoriser l'obésité, le surpoids, le diabète, les maladies cardiovasculaires, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais aussi, ça va favoriser les carences alimentaires, donc par exemple affaiblir le système immunitaire ou d'autres maladies. Enfin, dans le doc H et I, on vous demandait de faire une liste de conseils pour avoir de bonnes habitudes alimentaires. Donc si vous avez un petit texte, des photos, des images, là pour vous dire qu'est-ce qu'on doit faire au quotidien pour avoir des bonnes habitudes alimentaires. Là par exemple, on vous conseille de favoriser l'activité physique par jour au moins 30 minutes, faire de la dépense énergétique par le sport, ça permet d'avoir plus de dépenses et donc en conséquence on va avoir notre balance de l'équilibre alimentaire bien stabilisée parce qu'on va dépenser plus que nos apports ou autant que nos apports, donc on ne va pas être en surpoids. Aussi, il faut avoir une alimentation équilibrée en mangeant des fruits et légumes tous les jours en quantité normale, donc 5 fruits et légumes par jour. L'eau, c'est très important pour l'organisme, il faut en prendre à volonté. Il faut manger des produits laitiers 3 par jour, les féculents, les céréales, donc le pain, la brioche, les céréales, etc. Donc ça, c'est à chaque repas selon son appétit. Les matières grasses, il faut limiter la consommation, donc ça, c'est les chips, l'huile, etc., le beurre. Le sel, pareil, il faut limiter la consommation. Les protéines qu'on trouve dans les viandes, le poisson, les œufs, les lentilles, etc., 1 à 2 fois par jour. Et enfin, il faut limiter les produits sucrés. Donc là, on vous dit quoi manger et en quelle quantité pour avoir une alimentation bien équilibrée. Donc si je reprends la correction que je vous propose, j'ai fait une liste là, mais c'est pas... on peut mettre d'autres choses. Donc pour améliorer l'équilibre alimentaire, il faut pratiquer régulièrement une activité physique, limiter certains aliments, donc les produits sucrés, gras, salés, manger au moins 5 fruits et légumes par jour, de l'eau à volonté, de la viande, des protéines 1 à 2 fois par jour et des féculents à chaque repas. Et enfin, dernière question, après avoir fait tout ce travail, quel est l'intérêt du message « Évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé ». Pourquoi on a ce message tout le temps à la télé, à la radio, pourquoi on nous dit ça ? Tout simplement, si on nous dit tout le temps qu'il faut faire attention et ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, c'est pour dire à la population un petit peu les aliments vraiment qu'il faut éviter de manger pour justement diminuer les risques de maladies liées au déséquilibre alimentaire qu'on a vu tout à l'heure. Si on mange trop gras, trop sucré, trop salé, on a vu qu'on favorisait le diabète, les maladies cardiovasculaires, etc. Et donc pour être en bonne santé, il faut éviter de manger ces éléments. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous y répondrai sans problème. Et donc quand vous avez corrigé votre activité au stylo vert, vous pouvez recopier ce bilan dans le cahier. Donc les différents aliments consommés par l'être humain permettent d'apporter les éléments nécessaires à une alimentation équilibrée. Lorsque les apports énergétiques ne sont pas adaptés aux besoins d'un individu, alors cela a pour conséquence une augmentation du risque de contracter certaines maladies. Donc apport énergétique pas adapté, c'est trop d'apports ou pas assez d'apports au quotidien. Enfin, des campagnes de prévention sont mises en place pour diminuer les risques liés à une alimentation déséquilibrée. Donc là, le bilan est assez court, mais on a tout repris là pour bien comprendre l'intérêt de bien manger. Donc vous savez maintenant pourquoi il est nécessaire d'avoir un bon équilibre alimentaire.